Je suis ravie, moi aussi, je pense qu'on va tous l'être, d'être parmi vous aujourd'hui. C'est mon premier congrès, puisque j'ai pris mes fonctions au mois de mars. Donc c'est l'occasion vraiment de pouvoir vous rencontrer, échanger, mettre des visages sur des noms et au-delà des écrans. Alors on démarre effectivement par une première plénière. On l'a dit, je crois que vous avez été pendant 2 ans dans une capacité d'agilité, d'adaptation, de faire face à l'urgence, de montrer en fait cette capacité à réagir. Aujourd'hui et pendant ces 2 jours, on va prendre le temps de faire pause. On va prendre le temps de réfléchir, de se parler et de finalement lever aussi un peu la tête du guidon, comme on dit, et de réfléchir, de croiser des savoirs, de croiser des expériences pour partir, on va dire, rebooster et surtout retrouver une dynamique d'anticipation. Alors je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et qu'il faut, dans nos métiers, garder la capacité d'agilité. Mais c'est vrai que c'est aussi important de prendre le temps de reprendre de l'anticipation et de la projection. Alors le président l'a dit, c'est un congrès où on va adopter un projet fédéral. Je suis sûre que vous l'avez tous lu avec beaucoup d'attention. Ne vous inquiétez pas, il y aura une séance de rattrapage, si jamais. Et dans ce projet fédéral, il y a le changement de méthode, tel que Pascal Brice l'a dit, c'est extrêmement important. Comment on change de méthode? C'est une adresse au pouvoir public, mais c'est aussi une adresse à nous. Comment on va travailler différemment au sein du réseau, entre nous, comment on va redonner la capacité du pouvoir d'agir, d'abord aux personnes concernées, mais aussi aux travailleurs sociaux, mais aussi aux associations, parce que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et donc, je suis ravie d'accueillir Jean-Louis Laville, qui a accepté notre invitation. Et avec son dernier ouvrage pour un travail social indiscipliné. Donc, je fais une petite minute pour vous dire qu'il y a un stand de librairie. Et donc, à partir de 17h30, il sera aussi sur le stand où vous pourrez aller le rencontrer et poursuivre la discussion. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation parce que vous êtes donc professeur sociologue, professeur au CNAM et titulaire de la chaire économie sociale et solidaire. Vous avez énormément travaillé sur la question du modèle associatif et de l'évolution du modèle associatif, mais aussi sur l'enjeu de la participation citoyenne, démocratique, sur le croisement des savoirs. Et là, avec le dernier ouvrage que vous avez écrit avec Anne Salmon, c'est tout l'enjeu du travail social indiscipliné. Alors, ça croise beaucoup de choses qu'on veut porter dans le cadre du projet fédéral, et donc on aura l'intérêt et le plaisir d'écouter donc Jean-Louis Laville pendant une demi-heure pour qu'il nous fasse part de ce qu'il a pu observer et des pistes qu'il peut nous transmettre. Et puis je remercie aussi Déborah Carpentier, donc, qui est éducatrice spécialisée donc, de formation, qui vient de prendre la coordination donc, du secteur logement à l'APA, donc, qui est à Amiens, dans les régions Hauts-de-France, qui est depuis 20 ans dans le travail social, d'avoir accepté donc, de venir partager son expérience et ses analyses de sa place à elle dans son quotidien de travail. De la même façon, donc, Loujen Amida, qui est impliquée dans le Collège national des personnes accompagnées, qui est aussi membre du groupe d'appui national participation à la FAS, qui est secrétaire générale adjointe de la FAS, qui, elle aussi, viendra nous faire part de son engagement et des réflexions que suscite la présentation de Jean-Louis Laville. Et puis, vous avez aussi la possibilité, alors vous savez, dans un congrès, il y a toujours un petit peu de retard, donc on va essayer de rattraper ça, mais vous avez la possibilité de poser des questions ou d'interagir par SMS. Donc on verra si on a le temps. De toute façon, on a besoin de sentir aussi sur vos questions, de voir comment on peut y répondre. Et c'est un travail qu'on engage, comme vous l'avez compris, sur du long terme. Donc n'hésitez pas. Et je voulais vous dire que dans le cadre des ateliers, des tables rondes qu'il y aura demain, on aura vraiment du temps aussi pour pouvoir échanger les uns avec les autres si on a un petit peu de frustration par rapport au délai de la plénière d'aujourd'hui. En tout cas, monsieur Jean-Louis Laville, on est ravis de vous entendre pour démarrer cette plénière. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation, merci de me faire l'honneur de participer à l'introduction de vos débats après les beaux discours introductifs que nous avons eus à l'instant. Si nous avons écrit cet ouvrage pour un travail social indiscipliné avec Anne Salmon, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui,
Ça a déjà été mentionné dans le champ du travail social, mais aussi d'une certaine façon dans l'enseignement. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons fait l'an dernier un travail de recherche-action avec des réseaux associatifs nationaux et régionaux pour essayer de voir quelle pouvait être la place du monde associatif demain. Et nous avons identifié à cette occasion tous les dangers qui menacent aujourd'hui les associations. Dangers d'enfermement dans un professionnalisme gestionnaire étroit, danger de marchandisation, limitation des libertés associatives. Donc nous sommes dans une période dangereuse, dans une période dans laquelle il y a des menaces qui pèsent sur la démocratie et sur la vie associative. Mais, et c'est le second scénario qui est présenté dans l'ouvrage, il y a aussi des ouvertures inédites à partir des pratiques qui se déroulent en association, qui restent trop souvent invisibles mais qui sont importantes. Et il y a aussi des ouvertures dans le cadre institutionnel, puisqu'on sait que les textes internationaux comme les textes nationaux qui redéfinissent le travail social, pour la première fois, relient le travail social clairement à l'émancipation et au croisement des savoirs, entre des savoirs académiques, mais aussi des savoirs expérientiels de la part aussi bien des professionnels du travail social que des personnes accompagnées. Donc nous sommes dans une période à la fois de grand danger et d'opportunités. Je voudrais diviser mon propos en deux temps. Le premier temps, c'est comment on en est arrivé là. Et je crois que nous avons besoin de revenir un peu à la mise en perspective historique de ce qui donne la situation actuelle pour ensuite rebondir dans un second temps sur les actions qui peuvent être menées et comment celles-ci peuvent nous amener vers la construction d'un avenir solidaire qui n'est pas sûr, mais qui est notre enjeu à toutes et à tous. Donc, quelques instants pour revenir sur l'histoire dont nous avons été privés. Je crois qu'il y a une mémoire occultée du rôle qu'ont joué les associations dans nos sociétés contemporaines. Et je voudrais, pour cela, rappeler que le mot de solidarité a été introduit dans le français philosophique moderne par Pierre Leroux en 1840, et Pierre Leroux appelait solidarité le rapport social qui succède à la charité en démocratie. Parce qu'en fait, pour lui, à partir du moment où nous rentrons dans une démocratie, il ne peut plus y avoir de charité qui supposait une asymétrie entre celui qui donne et celui qui reçoit. À cette charité antérieure à la démocratie succède, selon lui, la solidarité démocratique, c'est-à-dire des actions collectives fondées sur la liberté d'engagement et l'égalité entre les membres qui s'engagent. Donc pour lui, il y avait un nouveau rapport social qui a été mis en place à partir de la Révolution moderne et qui va se traduire en particulier par l'émergence d'une multitude d'associations. Je rappellerai qu'en France, le moment où il y a eu le plus de foisonnement des associations ouvrières et paysannes, c'est entre 1830 et 1848, c'est-à-dire bien avant que le statut juridique de l'association soit reconnu. Et ces associations, quel était leur propos au départ ? C'était d'essayer de réduire l'écart qu'il y avait entre les principes affichés dans notre République, liberté, égalité, fraternité, ce qu'il y avait au fronton de nos mairies, et la vie réelle, la vie quotidienne. Et ces associations se proposaient d'agir pour qu'il y ait la traduction dans la vie quotidienne des principes qui avaient été reconnus dans la République. Donc on a eu un moment d'associationnisme solidaire qui s'est mis en place, ce qui signifie que la solidarité n'a pas été inventée avec l'État social. Elle a d'abord été inventée par l'auto-organisation des citoyens. Évidemment, avec la fin de ce qu'on a appelé le printemps des peuples en Europe en 1848, tout ce mouvement a été laminé, réprimé, mais aussi invalidé symboliquement, renvoyé à de l'archaïsme, renvoyé à un socialisme utopique, donc de plus en plus déprécié, méprisé et ignoré. Et à ce moment-là, une autre conception de la solidarité a voulu prendre la place, une solidarité qui n'est plus démocratique, mais qui est philanthropique, c'est-à-dire qui repose de la compassion du riche pour le pauvre.
Et il y a toujours une tension dans le monde associatif entre ces deux conceptions de la solidarité, une conception démocratique d'une part, une conception philanthropique d'autre part. Et je crois qu'il est important de se le rappeler encore aujourd'hui. Et puis à la fin du XIXe siècle, effectivement, il y a eu l'instauration de l'État social, qui a été un progrès incontestable, puisque quand il y a un État social, on n'a plus à tendre la sébille, on peut revendiquer ses droits. Et nous sommes rentrés dans un XXe siècle qui s'est entièrement structuré autour du dualisme entre marché et État. Plus de marché, plus d'État, c'est le débat qui a focalisé le XXe siècle et qui a fait qu'il y a eu un premier compromis important en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, quand a été signé un certain nombre de textes en France comme ailleurs, qui peuvent être résumés autour de la déclaration de Philadelphie. Le consensus international à cette époque-là, c'est, je cite les termes de la déclaration de Philadelphie, « Le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social ». Et donc, on a voulu mettre en avant le social dans le compromis de l'après-Seconde Guerre mondiale pour éviter de retomber dans les errements des années 30. Et dans ce moment, qui a aussi été un moment d'expansion économique, il y a eu une synergie entre l'économique et le social qui a entraîné le développement des politiques sociales et le développement des professions du social, ce qui est un acquis, là encore, incontestable. Mais avec une contrepartie, je prendrai par exemple l'aide à domicile. La manière dont ont été définies les professions dans l'aide à domicile, c'est à travers une copie un peu de ce qui existait dans la santé et la reconnaissance de tâches techniques. Mais ce qui n'a pas véritablement été reconnu, c'est la dimension relationnelle aussi qui est constitutive de ces métiers. Et de manière plus générale, dans le travail social, la professionnalité de l'époque a été affectée à travers l'expertise. Et donc on en est arrivé un peu à un système de savoir hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on avait les sciences sociales qui donnaient un peu le sens au travail social, le sociologue interprétait le travailleur social et le travailleur social interprétait l'usager. Et ceci sans qu'il y ait véritablement de circulation entre ces trois pôles, mais plutôt une hiérarchie entre ces trois pôles. Et je crois que c'est cet héritage, pour le meilleur et pour le pire, qui a été bouleversé à partir des années 60-70, quand il y a eu une première étape de la crise que l'on a tendance à oublier. La crise première qui nous a atteints dans nos sociétés n'était pas une crise économique, c'était une crise démocratique, c'est-à-dire que sont apparus ce que l'on appelait à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, des mouvements comme le féminisme, comme l'écologie, qui montraient que la lutte des classes n'était pas la seule conflictualité en œuvre dans notre société. Et il y a eu aussi beaucoup de mouvements des usagers dans un certain nombre de pays, par exemple des personnes en situation de handicap, par exemple des parents qui voulaient une autre forme d'accueil pour leurs jeunes enfants. Tous ces mouvements essayaient de montrer que l'État social traditionnel ne suffisait pas parce qu'il avait considéré l'usager plus comme un assujetti que comme un véritable acteur des services qui lui étaient destinés. Et donc il y a eu une revendication de démocratisation des services sociaux qui s'est faite à ce moment-là et qui continue d'une certaine façon à cheminer aujourd'hui. Tout cela a été à nouveau modifié par l'irruption d'une nouvelle conception qui n'est pas simplement économique, qui est aussi anthropologique. C'est ce que l'on a appelé en langage courant le néolibéralisme. À travers ses auteurs et ses théoriciens principaux comme Hayek et Friedman, ce qu'a voulu faire le néolibéralisme, c'est détruire le compromis de la déclaration de Philadelphie. Et il y est arrivé, puisque la déclaration de Philadelphie a été remplacée en 1989 par le consensus de Washington, c'est-à-dire un nouveau consensus international comme quoi il fallait remettre dans la première place dans la régulation de notre société la concurrence, qu'il fallait diminuer le périmètre de l'intervention étatique, mais aussi, c'est très clair dans les écrits des théoriciens que je citais, même si c'est parfois peu connu, c'est que
tous ces théoriciens voulaient réduire le monde associatif à un tiers secteur qui fonctionne à faible coût et qui n'a plus de capacité d'intervention dans le débat public. Donc on est aujourd'hui dans une situation extrêmement ambivalente, puisqu'on a d'un côté des demandes de démocratisation qui ont traversé le travail social, qui ont mobilisé un certain nombre d'usagers, et de l'autre côté, on a une sorte d'injonction à la marchandisation, à la concurrence généralisée, qui a produit des effets dans le monde associatif à travers l'introduction de ce que l'on a appelé le nouveau management public, c'est-à-dire des formes de reporting, des formes de contrôle de plus en plus tatillonnes et qui ont aujourd'hui des conséquences que vous connaissez mieux que moi sur le travail quotidien. Donc on est vraiment dans une position d'ambivalence. Et donc je passe à la seconde partie de mon exposé qui est finalement sur quel levier est-ce qu'on peut jouer pour aller dans le sens qui nous importe ici, c'est-à-dire construire un avenir solidaire, approfondir la démocratie. Je vais identifier 6 points qui me paraissent des leviers et que l'on a essayé de souligner à divers titres dans l'ouvrage. Premièrement, il me semble qu'il est important de retrouver la mémoire occultée de l'association. Nous avons été, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, privés de cette mémoire. Et si nous retrouvons les inspirations de la solidarité démocratique en association telle qu'il a constitué le monde associatif, je crois que nous pouvons y retrouver un sens pour les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et une fierté. Je prendrai l'exemple de la Catalogne. En Catalogne, aujourd'hui, il y a une multiplicité d'initiatives citoyennes qui se réclament des Ateneos Populares, qui étaient en fait des regroupements citoyens du XIXe siècle, et beaucoup de ces acteurs actuels, justement, se regroupent autour de retrouver finalement ce qui avait été une inspiration citoyenne du XIXe siècle. Et la région de Catalogne vient d'adopter une nouvelle politique publique, essayant de regrouper les associations volontaires et l'économie sociale et solidaire plus généralement autour de la réouverture d'Ateneos Populares. Donc je crois que renouer avec la mémoire, c'est aussi appuyer la prospective par une rétrospective. Et je crois que ceci permet de resituer l'association solidaire, non pas comme un complément marginal sympathique, mais comme un principe central dans l'organisation de nos sociétés. Nous devons sortir de l'amnésie, retrouver cette histoire collective dont nous avons été très largement privés. Deuxième point, je crois que nous pouvons aujourd'hui renouveler l'approche des savoirs pour affronter les crises. Je pense que la crise, et ça on le développe dans l'ouvrage, la crise que nous connaissons est aussi une crise que l'on peut qualifier d'épistémologique, c'est-à-dire c'est la crise de la science telle qu'elle a été faite pendant trop longtemps. Je vous rappelle que dès les Grecs, Platon mettait en exergue à travers le mythe de la caverne que les citoyens ne pouvaient pas avoir accès à la vérité. La vérité était uniquement réservée aux philosophes. On a connu avec Descartes une rupture aussi entre le sujet et l'objet, entre la nature et la culture. Tout cela a produit des cloisonnements, des segmentations qui ont réglé notre rapport au savoir. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est un certain nombre de nouveaux scientifiques, à la fois dans les sciences dures et dans les sciences sociales, qui nous permettent de construire un autre savoir, de construire un savoir non pas au-dessus et surplombant les personnes concernées, mais avec celles-ci. Je crois que cette révolution scientifique, nous devons nous en saisir parce que c'est une autre façon de produire des connaissances et que cette façon de produire des connaissances peut nous donner de nouvelles capacités d'action. Le troisième point, c'est de travailler aussi sur le fonctionnement interne des associations. Je crois que nous avons été accaparés par une sorte de mimétisme de l'entreprise privée, comme si celle-ci était le garant de la professionnalité gestionnaire. Ce mythe est en train de s'écrouler avec les scandales Orpea, Korian et autres. C'est-à-dire que ce qu'on nous a présenté comme ayant le monopole du professionnalisme, on se rend compte aujourd'hui qu'il s'agissait d'un bluff et qu'en fait, il y avait des atteintes aux droits humains les plus élémentaires dans ces différentes structures.
Et je crois que ça redonne aussi pour beaucoup de responsables publics qui avaient pu se faire embarquer dans ce discours une autre vision des associations qui se couple aussi avec le rôle qu'ont tenu les associations, qui ont donc tenu la société d'une certaine façon pendant les 2 ou 3 années qui viennent de s'écouler. Donc il s'agit aujourd'hui de ne plus se laisser happer par ce mimétisme, mais d'essayer de travailler véritablement sur les originalités associatives et en particulier sur l'articulation entre projet et organisation qui est typique des associations et qui suppose aussi de se réapproprier, non plus au niveau général, mais au niveau de chaque association, d'où on vient et comment on hérite aussi d'une histoire, parce que là aussi, c'est en s'appropriant une rétrospective qu'on peut se projeter vers l'avenir et envisager une prospective. Je crois qu'il y a aussi à valoriser des modèles socio-économiques qui sont inhérents aux associations. On peut travailler sur différents points à cet égard. Par exemple, les typologies de bénévolat. Les associations ne peuvent pas fonctionner sans bénévolat, mais souvent dans les outillages comptables, ce bénévolat disparaît et n'est plus envisagé. On peut envisager aussi les coopérations territoriales, on peut envisager la manière dont sont faites les régulations publiques. Et je crois que tout cela peut nous amener à avoir une autre représentation des modèles socio-économiques des associations. Je crois aussi qu'il est possible de compléter les formes de démocratie représentative qui existent en association, à travers la représentation des salariés, à travers les conseils de vie sociale. Il est possible de les relayer, et là je reprends l'expression de John Dewey, qui est l'un des auteurs que je citais implicitement tout à l'heure. Il est possible de relayer ces formes de représentation démocratique par ce qu'on pourrait appeler des formes d'expérimentalisme démocratique. Aujourd'hui, si l'on veut que la démocratie représentative soit vivante, il faut qu'elle soit activée par des formes plus directes, plus participatives, plus délibératives. Et je crois qu'il est absolument essentiel qu'aujourd'hui soit plus mise en œuvre, mais il y en a déjà, donc plus valorisé aussi, tout un ensemble de micro-expériences qui se déroulent de ci, de là. Quand on rencontre des associations, beaucoup parlent de ces micro-expériences, mais ces micro-expériences restent parfois cantonnées dans des espaces restreints, alors qu'il est possible, je crois, de les mutualiser et de les envisager comme un élément qui peut alimenter la réflexion et l'action de tous. Ça veut dire cela aussi au niveau des fonctionnements internes des associations, concevoir la dirigeance associative, non pas sur le modèle importé de l'entreprise privée, mais comme le catalyseur des énergies plutôt que comme une instance de contrôle. Je pense que ce qui est le rôle des dirigeants associatifs, c'est finalement de redonner confiance à chacun des intervenants et à chacune des personnes accompagnées dans leur capacité de faire et d'inventer. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir avancer dans des micro-expériences, même extrêmement modestes, a un rôle symbolique qui est loin d'être négligeable. Le quatrième point sur lequel je voudrais insister, c'est celui qui a déjà été abordé à l'instant, c'est-à-dire celui de repenser les rapports au pouvoir public. Je vais prendre un exemple pour essayer de me faire comprendre. Quand l'évaluation interne et externe a été introduite dans le champ social et médico-social, il a été clairement affecté par les textes qu'il ne s'agissait ni de contrôle ni d'audit, qu'il s'agissait de générer à travers l'évaluation un outil démocratique. Quand on voit aujourd'hui, quand on consulte des centaines d'évaluations qui ont été faites dans les dernières années, on voit que cet objectif a été quelque peu dévoyé par beaucoup de consultants qui finalement, là encore, n'ont pas véritablement pris en compte ce qu'était la spécificité associative. Et quand on voit le nouveau dispositif législatif qui est proposé en matière d'évaluation, on peut aussi s'inquiéter parce qu'on parle de professionnels du travail social au pluriel et de personnes accompagnées au singulier. On parle même, terme qui m'apparaît choquant, de personnes accompagnées qui auraient le rôle de traceurs. Donc vous voyez, encore des objets plus que des sujets. Je crois que
ça ne peut pas être uniquement à travers l'individualisation des personnes que peut être fait une évaluation. Il faut qu'il y ait une place pour les formes d'intervention collective des usagers et des personnes accompagnées. Et je crois que dans cette optique, la Fédération a vraiment une capacité de proposition qui peut être importante pour l'avenir, pour que justement il y ait une place dans l'évaluation aussi, à l'évaluation de ces micro-expériences démocratiques que j'évoquais. Ce qui veut dire, et ça a déjà été mentionné à l'instant aussi, c'est que le monde associatif doit apprendre, je crois, à s'exprimer plus fortement dans le débat public et à aller jusqu'à certaines fois dire non quand ce qui est proposé est antinomique avec les valeurs qui sont défendues au sein des associations. L'enjeu finalement, et ça a déjà été mentionné une fois de plus dans les propos introductifs, l'enjeu c'est quoi au fond? C'est de co-construire l'action publique du XXIe siècle, c'est-à-dire de passer d'une régulation tutélaire où l'État commande, domine, de la régulation concurrentielle, où c'est le marché qui régule, comme ça a été introduit depuis quelques décennies, de passer à une troisième forme de régulation publique, qui est une régulation conventionnée, dans laquelle l'action publique de demain, celle qui sera vraiment appropriée, elle est co-construite par les acteurs associatifs et par les pouvoirs publics, à travers ce qui est forcément une coopération conflictuelle. Parce que justement, la démocratie, ce n'est pas d'être dans un partenariat mou, dans un accord de tout sur tout. C'est au contraire de faire que les divergences soient traitées sans tomber dans la violence. Et je crois que le conflit est inhérent à une démocratie vivante. Là encore, il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de voir comment est-ce que l'on peut articuler des revendications et des concertations. Je prends deux exemples d'associations avec lesquelles on a travaillé récemment. Une association d'insertion dans la région Nouvelle-Aquitaine qui, à un moment donné, a refusé les injonctions de l'ARS, ce qui a effectivement créé un moment de tension, mais parce qu'elle s'est concentrée non pas sur ces injonctions, mais plutôt sur la pluralisation de son fonctionnement interne. C'était une association de professionnels, ils ont fait rentrer une association de parents, ils ont fait rentrer un GEM, et à partir de ça, ils ont essayé de recomposer une vie collective plus riche au sein de leur association. Et 3 ans après, finalement, ils se retrouvent avec une capacité de négociation qui est bien meilleure que celle qu'ils avaient antérieurement, parce que je crois qu'ils ont appris aussi à se faire respecter par leurs interlocuteurs de l'ARS. De la même façon, une association connue comme Aide a travaillé pendant très longtemps à la fois sur la transgression et sur la concertation avec les pouvoirs publics. On croit trop souvent que quand on est financé par les pouvoirs publics, on est tenu d'accepter tout ce qu'ils proposent. Je crois que la réalité est plus complexe que cela. Il y a possibilité d'être à la fois dans des revendications et dans des concertations. Et on l'a dit là encore, je crois que la revalorisation des métiers de l'action sociale aujourd'hui ne peut plus attendre et qu'il y a nécessité d'agir pour qu'il y ait une possibilité de changement à ce niveau-là. 5e point, repenser, réactiver les coopérations territoriales. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'un côté l'économie et de l'autre côté le social. Je crois que la partition que nous connaissons aujourd'hui, c'est la partition, j'y vais à grands coups de serpe, entre une économie internationalisée qui a rompu les amarres avec les citoyens et avec les territoires, et de l'autre côté, ce que j'appellerais une socio-économie territorialisée, c'est-à-dire tout un ensemble de composantes de l'économie marchande, je pense à des PME, je pense à du commerce ou de l'artisanat, qui, d'une certaine façon, s'appuient encore aujourd'hui sur les territoires et qu'il y a possibilité, non pas de travailler avec n'importe qui, mais de travailler plutôt avec des partenaires de cette socio-économie territorialisée, c'est-à-dire avec aussi des collectifs
autour de la transition citoyenne, de faire avec des circuits courts alimentaires. Là aussi, il y a des maillages sur les territoires qui sont tout à fait, à mon sens, porteurs d'avenir et de construction de nouvelles solidarités. Vendredi, j'irai à Brest avec l'association Don Bosco. L'association Don Bosco, par exemple, a un nombre important de salariés et avait une cantine collective. Ils ont rompu la convention qui les liait à une grande entreprise dans ce domaine. Ils ont créé une société coopérative d'intérêt collectif avec les salariés de la restauration collective, avec les usagers de cette restauration collective et avec des producteurs locaux pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pouvaient aussi faire vivre des circuits courts sur leur territoire. Je crois qu'il y a de nouvelles possibilités de coopération territoriale qui sont aujourd'hui tout à fait disponibles. Enfin, un dernier point, ça sera mon 6e point. Je pense que les associations que vous représentez peuvent peser sur la reconfiguration de l'économie sociale et solidaire. Il y a un problème sur la conception traditionnelle de l'économie sociale, puisqu'elle a toujours eu pour centre de gravité la coopérative. Or, aujourd'hui, c'est en porte-à-faux par rapport à la réalité, puisque 80% des emplois de l'économie sociale et solidaire sont dans les associations, et 80% de ces emplois sont des femmes qui travaillent dans l'action sociale et médico-sociale. Mais ceci est une réalité que les acteurs même de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui ne prennent pas assez en compte. Et je crois que le monde associatif doit aujourd'hui peser aussi sur ce que sera l'économie sociale et solidaire de demain, et se démarquer aussi de ce que l'on propose aujourd'hui comme modèle trop facile, celui du social business ou de l'entreprise sociale, c'est-à-dire cette nouvelle forme d'entreprise qui serait un capitalisme à but social, pour reprendre les termes de Mohamed Younous, l'un des principaux tenants de cette optique, ou d'un capitalisme d'intérêt général. Et donc l'idée, ce n'est pas qu'il y ait un modèle unique d'économie, capitalisme d'un côté, capitalisme à but social de l'autre, mais qu'il y ait plutôt une écodiversité dans le monde dans lequel nous vivons, parce que nous avons besoin de cet éco et de cette sociodiversité autant que de la biodiversité pour que le monde soit respirable. Et je crois que nous pouvons, avec l'intervention des associations, aller vers une économie sociale et solidaire qui ne soit pas simplement une économie sociale et solidaire de réparation, mais qui soit une économie sociale et solidaire de transformation. Je crois que, pour terminer, l'heure n'est plus à la hiérarchie des savoirs, l'heure est à des travaux qui sont des travaux transversaux. Et je voudrais, pour conclure, citer John Dewey, que je citais déjà tout à l'heure, dans la grande controverse qu'il a eue à la fin du XXe siècle avec Lippmann, qui était l'un des initiateurs de ce qu'on a appelé plus tard le néolibéralisme. Lippmann disait « Nous sommes dans une société de plus en plus complexe et donc les citoyens sont devenus incompétents dans un certain nombre de domaines techniques, économiques, et donc ils n'ont plus à intervenir. Il faut que les politiques soient définies par les experts qui sont les seuls compétents. » Et John Dewey lui répondait « C'est justement parce que nous sommes dans une société de plus en plus complexe que les technocraties, aussi intelligentes soient-elles, ne pourront produire que des solutions plaquées, et que les seules solutions vraiment pertinentes viendront de l'implication dans la résolution des problèmes des personnes qui sont réellement concernées. » Je crois que c'est bien dans cet esprit que nous essayons d'agir et de réfléchir. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Laville. Je crois que votre introduction donne le ton de ce congrès et de ce que nous souhaitons faire. Comme vous l'avez dit, on est dans la nécessité d'un croisement des savoirs, de s'engager dans cette troisième voie telle que vous nous l'avez très bien expliqué, et de partir à partir de l'expression des besoins et des solutions que les personnes
peuvent avoir, parce qu'elles ont effectivement beaucoup de ressources et de capacités, et nous avons collectivement beaucoup de ressources et de capacités. Et c'est pour ça qu'on souhaitait, dans le prolongement de votre intervention, avoir le temps du partage d'expériences, donc de 2 expériences. Donc merci beaucoup, Déborah Carpentier, d'être avec nous. Et déjà, dites-nous en quelques mots, voilà, où est-ce que vous avez commencé en tant qu'intervenante sociale, travailleur social, et quel a été votre parcours, en quelques mots? Oui, je crois que ça fonctionne. Ah non, alors vous allez prendre le mien. Bonjour à tous. Donc, comme l'a introduit Madame Latourde, je m'appelle Déborah Carpentier, je suis éducatrice spécialisée de formation, originaire du département de la Somme, qui a grandi dans le département de la Somme, qui a eu la chance de pouvoir faire sa formation d'éducatrice spécialisée dans le département de la Somme, et encore de pouvoir travailler depuis le 2003, donc maintenant, dans le département de la Somme. Un parcours qui s'est fait de quelques années dans le cadre de la protection de l'enfance, et depuis maintenant 15, 16, voire 17 ans dans le champ de l'insertion auprès de l'association Picarde d'Action Préventive, la PAP. J'ai des bons points à chaque fois que je nomme l'association, je crois. Non, voilà, donc depuis plusieurs années dans l'association, aujourd'hui coordinatrice pour le service hébergement, logement accompagné, sachant que l'association a également une mission de protection de l'enfance, réalise des missions de prévention spécialisée, d'accompagnement à la réussite éducative et développement de vie sociale. Voilà pour les présentations. J'espère ne pas oublier de choses entre-temps. Et écoutez, effectivement, très beau parcours. Et dans ce parcours-là, on voit que vous avez donc été même si vous êtes resté sur le même territoire, mais sur différents champs d'activité. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, comme évolution? Jean-Louis Laville nous adressait un portrait assez grand historique, mais vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution dans l'exercice du travail social? Alors, en espérant relater aussi par ma conception de l'évolution du travail social ces dernières années, aussi l'expérience des collègues des autres structures dans les autres champs d'intervention, pour moi c'est très important. Ce que j'ai surtout constaté de manière générale, c'est une dégradation des conditions de vie des personnes qu'on a à accompagner ou que l'on cherche à accompagner. Ça va rejoindre des sujets traités en amont, traités dans les discours des uns et des autres à l'introduction de ce congrès, effectivement, mais on a une complexité de plus en plus importante, un cumul de problématiques auxquelles il faut répondre, avec aussi, de ce coup-là, dans l'évolution, au fur et à mesure, avec le temps, en face des réponses qui se sont aussi multipliées et complexifiées. Donc l'idée, c'est de faire l'équilibre avec tout ça, et essayer de pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Alors, je sais que vous êtes engagé puisque vous intervenez en fait auprès de jeunes étudiants. Vous intervenez dans la formation. Par rapport justement à ces évolutions, cette complexité de situation, qu'est-ce que vous constatez sur la question de la formation, sur les personnes que vous accueillez et sur ce qu'on propose en termes de formation au niveau du travail social ? Maintenant, depuis un peu plus de 7 ans, j'ai eu la chance d'intervenir auprès de différentes formations. Donc, au départ, les aides médico-psychologiques, ensuite l'accompagnant éducatif et social, également les moniteurs éducateurs, assistants de services sociaux, éducateurs spécialisés. Donc, dans des interventions ponctuelles, on demande à nous, professionnels de terrain, si on peut réaliser des vacations pour venir parler de notre expérience de terrain. Les vacations d'il y a 7 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a 7 ans, j'avais l'espace auprès des étudiants pour transmettre des savoirs, pouvoir leur parler de la pratique. Et on me demande aujourd'hui d'intervenir avec eux pour leur parler de politique sociale, de politique publique, de comment les comprendre. Donc déjà, on a une évolution dans ce qu'on peut attendre de nous en tant que travailleurs sociaux pour aller former d'autres travailleurs sociaux, ou là où on pourrait parler de terrain, d'expériences concrètes, de qu'est-ce que c'est que la rencontre, comment on accompagne en fonction des dispositifs qui existent, des problématiques que l'on rencontre, des moyens qu'on a. Aujourd'hui, on nous demande d'intervenir auprès des étudiants en leur parlant de comment ça fonctionne une politique sociale et comment il faut l'utiliser pour pouvoir se retrouver dans un système qui se complexifie, je le redis. Mais ce système, si on ne le comprend pas, on ne peut pas non plus trouver les moyens d'utiliser les réponses qu'on peut apporter. C'est complexe aussi, même si complexe ne veut pas dire compliqué.
Et par rapport au fait de justement, quand est-ce que vous avez beaucoup développé, Jean-Louis Laville, vous nous l'avez dit là, c'est sortir finalement de tout un cadre théorique qui est d'agir sur les personnes pour agir avec les personnes. À quoi ça vous fait écho, vous, dans la pratique que vous avez au quotidien ou justement dans l'évolution de cette pratique que vous avez eue depuis 20 ans ? Sur cette capacité justement d'avoir des approches individuelles, mais aussi la capacité de mobilisation collective des personnes. Oui. Alors, la première réflexion qui me vient, c'est effectivement quand on accompagne une personne, on sait, nous, d'avance, en tant que travailleurs sociaux, voilà, que l'amener vers des réflexions collectives ou du collectif, ça va être une des solutions. Mais on est un peu tiraillés, nous, dans l'accompagnement, parce que justement, amener vers du collectif, ok, on sait que c'est une bonne raison, qu'il y a de bonnes raisons, pardon. On sait que c'est un et une des solutions à apporter, mais on a tendance de ce coup-là à oublier que la première priorité de ces personnes-là, c'est de réfléchir à ce que ce dont eux ont besoin. Et là aussi, souvent, on leur demande, c'est quoi votre projet ? Ouais. Notre projet à nous, c'est de vous amener vers du collectif, ou dans des actions collectives, pour pouvoir solutionner certaines de vos difficultés. Mais déjà, est-ce qu'on s'arrête pour leur demander si eux, ils sont en mesure de réfléchir à ce que c'est que leur projet à eux. Donc, en fait, c'est aussi constamment être dans des paradoxes dans l'accompagnement, sans parler d'injonction paradoxale, parce que ça a d'autres connotations, mais être constamment dans des paradoxes par rapport à tout ça. Alors, on a partagé, on a dit qu'il y avait un vrai problème, hein, et le président de la FAS l'a rappelé en introduction, sur la question de l'attractivité des métiers, bien sûr avec l'énorme enjeu de la revalorisation salariale, mais pas que. C'est-à-dire, vous me disiez vous-même que et on le constate sur les chiffres, sur la difficulté à mobiliser des entrées en formation. Là aussi, quel est le regard qu'on vous fait en société sur votre métier? Est-ce que vous avez vu des choses évoluer de ce côté-là? Alors, les choses évoluer, oui et non. J'ai un grand regret, et je pense qu'il est partagé. Nous avons de grands regrets. La question du travail social dans les médias, dans l'actualité, elle est quasi, voire pas du tout inexistante. Déjà, si le grand public ne peut pas comprendre et savoir ce que c'est que le travail social, comment derrière on va aller chercher des personnes qui ont envie de faire cette formation, qui ont envie de faire ce travail, qui ont envie de faire ce métier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas moi-même employé le mot métier parce que j'étais obnubilée par les questions de formation, profession, discipline. Et en fait, c'est un métier. C'est réellement un métier pour lequel il est nécessaire aussi de prévenir quelque part les futurs étudiants ou les futures personnes qui souhaitent entrer en formation qu'effectivement, il y a des domaines de compétences à valider au cours d'une formation qu'on nous apporte sur différents domaines, psychologie, pédagogie, économie, questions sociétales, politique, sociale. Mais que aussi cette formation, elle a lieu pour la majorité c'est par l'expérience. L'expérience, donc forcément, on va avoir 1, 2 ou 3 ans de formation, on va valider ces domaines de compétences, on va avoir son diplôme, on va être autorisé à exercer sur le terrain. Mais il faut savoir que derrière, c'est l'expérience, la rencontre avec les publics qu'on a accompagnés, la rencontre avec les associations dans lesquelles on peut travailler, ou associations ou pas, qui fait la formation et qui fait que le travail social, en fait, il est nécessaire de le penser sur le long terme. Oui. Alors, quand on a préparé, on a dit, bon voilà, on fait ce constat-là, et je pense que c'était important aussi pour vous de transmettre sur les constats qu'on a partagés, les propositions que vous voyez par rapport aux lignes qui ont été dégagées. Donc, on serait ravis d'entendre vos propositions. Alors, des propositions, oui, mais effectivement, sur la question du métier, je me permets de revenir un petit peu. Je voudrais remercier M. Brice, remercier aussi, sans avoir de publicité à faire, M. Galliano, M. Éloi, M. Marc et M. Pator qui sont là aujourd'hui, vous remercier parce que depuis 2 ans de crise sanitaire et plusieurs années de crise du travail social, parce qu'on en parle aujourd'hui comme si la crise sanitaire avait révélé la crise du travail social, mais c'est pas vrai, elle existe depuis longtemps. C'est la première fois que je viens quelque part et que j'interviens en plus quelque part où on nous applaudit. Merci beaucoup. Là, je le dis de manière très, très touchée, avec beaucoup d'émotion. J'ai apprécié qu'on applaudit les infirmiers à la fenêtre de nos appartements ou à nos maisons, parce qu'effectivement, ils ont aussi réalisé un travail considérable pendant cette crise sanitaire, mais très peu aussi ont soulevé le fait qu'on était présents
Et le on, ce n'est pas uniquement nous, travailleurs sociaux. Je rejoins aussi ce que vous disiez dans votre discours, Monsieur Brice, c'est nos collègues secrétaires, nos assistantes, nos agents d'entretien, nos agents techniques et tout le personnel qui a continué à faire en sorte que les établissements continuent à fonctionner. Voilà. De ce coup-là, dans les propositions... Donc dans les propositions qui, de ce coup-là, vont paraître peut-être un petit peu plus terre à terre, voilà, on a aussi travaillé à cette intervention et j'ai essayé de recueillir un petit peu l'avis de tous. On est persuadé que pour pouvoir permettre une revalorisation des métiers, pour pouvoir permettre également de rendre plus lisible notre action, il serait nécessaire qu'on travaille sur notre rang de compte, qui au quotidien prend des fois des allures un petit peu difficiles à avaler, hein, un rapport d'activité, un tableau à remplir pour savoir combien de personnes on a hébergé tous les mois ou pas combien de personnes on a accompagné. Mais je pense que ça peut faire partie des moyens pour nous permettre de remonter la parole au niveau des politiques publiques, des pouvoirs publics, et puis donner la lisibilité aussi des choses qui se font réellement, parce qu'on est aussi dans un système de marchandisation du social, et qu'aujourd'hui, un taux d'occupation, un taux de sortie positive, un nombre de personnes hébergées à l'ENE, en fait, ça ne traduit pas du tout ce qu'est l'accompagnement et ce qu'on fait avec les chiffres qui représentent le nombre de personnes que l'on accompagne. Donc il serait peut-être nécessaire de repenser notre façon de rendre compte pour qu'on puisse le rendre beaucoup plus lisible, le travail qu'on fait. Et arrêter de dire que les travailleurs sociaux sont invisibles aussi dans le travail qu'ils peuvent réaliser. Voilà, donc plein de propositions concrètes, mais je pense que tout à chacun, c'est des questions qui vous traversent. Peut-être que justement, on peut profiter de la fédération pour s'y appuyer et proposer des outils qui soient partagés collectivement, qui de ce coup-là auront plus de poids dans la voie qu'on pourra porter. Merci beaucoup, Déborah Carpentier. Vous pouvez compter sur nous et on compte sur vous. Et merci à l'association aussi. Et il faut qu'on entende plus les travailleurs sociaux. C'est un objectif. Lou Jen Amida. Donc très impliquée, Lou Jen. Et j'aimerais que tu nous expliques d'où vient ton engagement. D'accord. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont là. Bonjour à toutes et à tous. Mon engagement est dû à une suite de luttes que j'ai menées depuis très très longtemps. La première d'entre elles a commencé à mes 16 ans, malheureusement. Jeune, j'ai subi un placement qui m'a fait passer de l'excellence à la médiocrité la plus totale. Et ce qui m'a retenu dans la vie, c'est l'école. Donc l'école m'a beaucoup aidée dans ça, malgré tout ce que j'ai pu traverser. Et pendant longtemps, ma vie, je l'ai perdue, en fait, j'ai perdu son contrôle. Même si après, j'ai essayé, je veux dire, de m'accrocher, je continuais, mais c'était... j'ai perdu quelque chose. Et le jour où je l'ai retrouvé, c'est grâce à mes enfants qui me posaient des questions, qui me disaient « Maman, il y a des choses anormales ». Je vivais une situation bancale qui m'a totalement... J'étais aveuglée, je ne voyais pas, mais c'est grâce à eux qui progressivement m'ont ouvert les yeux. Et j'ai décidé déjà en 2010, bien avant, 2007, la première tentative de me sortir de là. Mais 3 ans après, j'étais obligée de revenir en arrière parce qu'on a instrumentalisé ma vie. On m'a dit, soit vous trouvez une solution, soit c'est le placement pour vos enfants. Et là, moi qui ai vécu les placements et tout ce que je savais, je ne voulais pas que mes enfants revivent la même chose. Donc j'ai tout fait. J'ai tout fait pour... Enfin, j'ai fait une bêtise, hein, parce que je suis revenue avec le père de mes enfants. On m'a encouragée, il m'a dit, soit vous trouvez une solution, soit c'est le placement, ou bien vous retournez chez le père de vos enfants. Donc je suis retournée chez lui et je l'ai payé très cher. Je l'ai payé très cher et j'avais décidé donc, à la suite de ce qui m'est arrivé le 16 décembre 2010, de tout faire pour m'en sortir par moi-même, parce que je trouvais, malgré tout ce qui pouvait exister comme dispositif, comme loi, rien. Donc quelques mois plus tard, j'ai fomenté un coup d'État domestique et je me suis barricadée chez moi et j'ai pris j'ai pris la rage. Mais cette fois-ci par méthode. J'ai appliqué une petite méthode. Je me suis dit, je ne vais pas faire comme la première fois, m'isoler, avoir honte. Non. Il fallait une méthode. Si vous me permettez, je vais vous le dire, la méthode. Oui, on te permet, on est intéressé. Oui. La méthode, c'était quoi? L'ambition d'offrir un monde meilleur à moi-même et à mes enfants. Et surtout,
surtout de briser le cycle, ce cycle de toujours tourner en rond. La détermination, ne jamais rien céder. Même si l'huissier vous emmerde pendant plus d'1 an, et vient en dépit de tout ce qu'il savait, hein, j'étais transparente avec lui, hein, je lui donnais tout ce que j'avais. Eh bien non, il m'a harcelé malgré tout. C'était dur, croyez-moi, pendant 5 ans de savoir tout ce qu'on pouvait vivre. C'est pas que je suis malhonnête, hein, j'avais que ce qui me suffisait pour vivre. Mais, bref, j'avais cette détermination, ne jamais céder. L'organisation, ah oui, l'organisation. J'étais détruite quand j'ai quitté le père de mes enfants. Croyez-moi, j'étais vraiment démolie. Donc il fallait me soigner mes enfants. Il fallait comment j'ai commencé à faire du sport, figurez-vous, hein, à faire du sport, à obliger mes enfants à continuer ce qu'ils avaient. Et puis, oui, en fait, c'est comme un marathon, comme un champion. Donc s'entraîner. Je me suis entraînée moralement, psychiquement, physiquement. Et documentation. La documentation, c'est quoi? C'est m'armer intellectuellement, c'est-à-dire que je suis allée voir tout ce qui existait au niveau des dispositifs, de la loi, de tous les rapports qui existent, défenseurs des droits, les fédérations. Je me suis armée. Après, l'action. Et c'est là, l'action, c'est quoi? C'est faire mes procédures et aller jusqu'au bout. Finaliser, c'est le dernier, finaliser. C'est quoi qu'il arrive. Vous savez, chez moi, j'ai l'impression que ils sont tombés sur un os en acier, voyez-vous. Je suis arrivée avec tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, à une date récente. Je suis arrivée à infirmer ce que les tribunaux d'en bas de chez moi, au Conseil d'État, à la Cour européenne, avec un petit jugement peut-être médiocre, mais je les ai mis à porte-à-faux. Je ne voulais pas, en tant que tel, vous savez, obtenir des milliers et des cents. Non. La seule chose que je voulais, c'est une reconnaissance de ce que j'ai vécu, moi et mes enfants. Et tout ce que je vive énormément de populations. Celles qu'on considère dans nos quartiers, ou bien ces personnes dans la précarité, ces 12 millions de personnes. Parce qu'on n'a pas de droit dans la réalité. On a beaucoup de choses, mais dans la pratique, je suis désolée, c'était ça. J'avais cette rage. Et donc, je suis arrivée dans la participation à la suite de cet incident de vie. Et puis, je me disais quelque chose. Il fallait que je me saisisse de ce que la vie me donnait. Et puis, une formation dans la loi 2002. Je suis allée voir timidement. J'ai compris là comment on pouvait traiter les uns et les autres. C'est là que j'ai fait la grande connaissance de la loi 2002. C'est là que j'ai compris, en creusant un peu, comment les personnes étaient malgré tout considérées. Comment on décidait à leur place. Elles étaient infantilisées, humiliées. Comment ça se passait dans les CHRS ou autres. Je tiens à préciser, mesdames et messieurs, qu'il y a une inégalité territoriale. Donc les personnes qui font un beau boulot ne disent pas « Oh, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ?» Il y a des gens qui font très bien leur travail. Mais dans d'autres lieux, non. Et c'est que nous, on fait, enfin, ce qu'on a pu... Pardon, je vais aller continuer la participation. Je suis arrivée après au CRPA, CNPA. J'ai été élue. Ça fait 3 ans que je suis là. C'est ma dernière année. Et je me suis engagée à fond, en fait. Je voulais vraiment, j'avais cette rage puis donner l'envie à ces personnes, bon sang de bonsoir, leur donner envie, leur dire votre vie, elle vous appartient. Moi, c'était difficile de la reconquérir, mais il faut. Et d'ailleurs, Lou, tu parles du CNPA où tu es engagée. Il y a d'autres personnes que je remercie ici, du CNPA, qui sont très mobilisées. Il y a un plaidoyer que vous venez, j'aimerais bien que tu nous en dises 2 mots, et je crois qu'on a prévu des diapos qui s'appelle « Paroles sans filtre ». Oui. Paroles sans filtre. Déjà, pourquoi le titre? Il y a 2 raisons pour le titre. Déjà, Monsieur Camus disait une chose. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur ou de la misère au monde. Et moi, je dirais autre chose que j'ai trouvé, à force de lire les mentors du barreau. C'est eux qui m'ont donné le vocabulaire et puis la ténacité, vous savez. Ils disaient une chose assez juste. Il y a des fois où parler est un délit. Mais il y a aussi des fois où se taire est un autre délit. En somme, il y a des silences criminels et des paroles infâmes. Donc voilà, ce titre-là, c'était un peu pour dire, voilà, paroles sans filtre. Être correct, mais nous, c'était être correct, me dire un peu ce que ces gens vivaient. Et on a choisi 7 thèmes. Donc on parlait de quoi? C'était des moyens, les moyens qui manquent à tout le monde. La liberté, manque de liberté, elle est souvent dévoyée. C'était la qualité, c'était la parole des personnes, c'était la participation. Je ne les ai pas tous en tête. Et puis en passant, je voudrais remercier la jeune femme qui a terminé le plaidoyer avec moi, Elvire. Elle a été très peu nommée, mais c'est grâce à elle aussi, à notre super génie, qui nous a aidés quand on l'a vu arriver, qui nous a aidés à finaliser ce travail. Il fallait vraiment qu'on fasse un document inédit qui parte de la vie des personnes-là. Et on a voulu que ce document il soit totalement différent de ce que vous, association, présentez. On ne voulait pas de photos misérabilistes, on voulait en fait la dignité, que ce soit
la dignité des personnes à travers ce document-là. On voulait, voilà, on pouvait être dans des situations bancales, mais toute notre dignité, elle est là. Moi, je vais vous dire une petite chose. Hein. J'aurais pu choisir la facilité, elle est venue à moi plusieurs fois. Mais, Pascal, tu as rigolé la dernière fois, hein, mais je te la rappelle ce que c'est. Hein, j'aurais pu me trouver un fréluquet, un déplumé, parce qu'il y en avait pas mal dans ma région. J'étais à Nice, un épicentre de deux pinières à fréluquet. Vous avez Cannes d'un côté et Nice et Monaco de l'autre. Donc j'aurais pu faire comme tout mon nombre de personnes, mais non. J'étais maman. Je me devais d'être exemplaire pour eux et c'est pour moi-même en tant que femme. Je ne voulais pas me marchandiser ou autre, non, c'était pour ma dignité. C'est pour ça que ça a été très difficile de cheminer. C'est difficile, c'est très compliqué. Je comprends certaines personnes qui malheureusement ont dû subir et puis céder. Donc, vous pouvez retrouver ce plaidoyer donc, sur le stand du CNPA dans le village des initiatives. Et Elvire, dont tu parles, vient de rejoindre l'équipe de la FAS en tant que chargée de mission participation travail social. C'est son premier jour, donc voilà, c'est un bon accueil. Voilà. Alors, tu parlais dans ta méthode de la question, donc la méthode ADODAV, dont tu nous as bien parlé, puisqu'on parle beaucoup de méthodes et de changement de méthode. Et dans le D, il y avait documentation. Oui. Et quand je t'ai demandé, nous t'avons demandé d'intervenir, bien sûr, tu as lu le livre de Jean-Louis Laville et tu m'as dit, ça m'a fait penser à quelque chose. À beaucoup de choses, en fait. Même en l'écoutant tout à l'heure, je disais... En fait, moi, je suis quelqu'un qui a une imagination, comment dirais-je, imagée, une réflexion imagée. Donc, lui, il parlait, puis j'avais des interconnexions comme ça. Donc, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé au dieu de l'Olympe. Hein. Je le voyais. J'ai pensé à Naomi Klein. J'ai pensé à... Vous savez, à la théorie du tube de dentifrice, quand il disait qu'il fallait travailler avec l'État, soit en pourparler, mais en faisant des pressions. Il fallait pas... J'ai entendu souvent en bas de l'échelle l'expression de dire, ça je l'ai entendu souvent dans ma vie, là, les associations, ils disaient qu'elles étaient devenues les bras armés de l'État. Je voulais comprendre le pourquoi. Ça, c'est des choses parce qu'elles sont obligées d'obéir à l'État. Elles sont obligées, entre guillemets, parce que sous prétexte que, soit elles ont des subventions ou des conventions, donc elles sont tenues. Donc, et puis autre chose, parmi ces dieux de l'Olympe, j'aimerais bien, si vous me permettez, vous citer quelques-uns, parce que vous allez vous les reconnaître par vous-même, et puis surtout voir la racine du problème, la racine de notre société. Donc c'est c'est Romain Gary, hein, dans sa promesse de l'aube. Il y a d'abord... Ne vous moquez pas, c'est un peu humoristique, mais c'est la réalité, croyez-moi. Il y a d'abord Totoche, le dieu de la bêtise. En 1940, il était le chouchou, le doctrinaire des Allemands. Aujourd'hui, il se refuge de plus en plus dans la science pure. Et on peut le voir souvent penché sur l'épaule de nos savants. Sa ruse préférée consiste à donner à la bêtise une forme géniale et à recruter parmi nos grands hommes pour assurer notre propre destruction. Il faut du bon sens, mesdames et messieurs. Il y a Merzavka, le dieu des vérités absolues, dont vous en avez parlé, monsieur, hein. Les vérités absolues. Celui-là est notre plus vieux seigneur et maître. Il y a si longtemps qu'il préside à notre destin qu'il est devenu riche et honoré. Chaque fois qu'il tue, torture et opprime au nom des vérités absolues, religieuses, politiques ou morales, la moitié de l'humanité lui fait des courbettes pour ne pas dire autre chose. C'est bien que les vérités absolues n'existent pas et qu'elles ne sont qu'un moyen pour nous réduire à la servitude. La vérité absolue n'existe pas. Rumi disait une chose, la vérité est un miroir brisé. Chacun en ramasse un fragment et chacun proclame que c'est la vérité. Nous tous ici, dans cette salle, nous avons nos propres vérités, que ce soit aussi nos institutionnels, nos hommes politiques. Enfin, on vit dans un monde auquel on doit être conscient. Il y a aussi Philoche, le dieu de la petitesse, des préjugés, du mépris, de la haine. C'est un merveilleux organisateur des mouvements de masse, de guerre, de lynchage, de persécution. Il nous a fait penser d'ailleurs à tout ce qu'on a entendu durant la campagne présidentielle et législative. Moi, mesdames et messieurs, je ne sais pas comment vous avez senti la chose, mais française d'origine étrangère, j'en ai eu la nausée. Et je suis contente dans un premier temps que les nazillons, vous savez, sont partis dans les oubliettes de l'histoire, parce que c'était infect ce qu'ils disaient. Excusez-moi, Plutos nous séduit. Plutos, qui est Plutos? Vous en avez parlé, vous aussi, de Plutos. Hein. Il prétend redistribuer la richesse que Zeus lui a confiée. Pognon, fric, blé, flouze. Et j'en passe. Hein. Et encore capital, fortune, valeur, stock option, et finance. Il faudrait peut-être penser en 2022 à une meilleure redistribution des richesses. Il est injuste que 1% en haut de l'échelle dispose des 99%
de nos richesses et que nous contrôle, nous, êtres humains. Il y a Prosper, le dieu du progrès. Lui aussi, il a fait beaucoup de dégâts. Sert à fabriquer les objets du progrès, des objets toujours obsolètes, à peine mis sur le marché. iPhone, hein, vous l'avez tous à l'esprit. Et à puiser l'énergie des ressources vivantes au minéral de la terre. L'inventivité et la créativité de Prosper sont inépuisables, soutenues par une armada d'influenceurs. Vous les avez vus, hein. Un jour, ils enlèvent les sourcils des femmes, et l'autre jour, ils leur mettent des potiches. Hein, c'est des postiches ou des potiches, hein, excusez-moi du terme. Un jour, ils les gonflent, un jour, ils les dégonflent. Donc, et pas que, hein, c'est le dieu du progrès. Hein. De chevronnés techniciens et ingénieurs qui travaillent pour notre bonheur, sans trop nous demander notre avis, sans compter sur le mouvement des rébellions de nos jeunes diplômés. Et je les salue, ces jeunes gens. Je les salue. C'était quand? C'était il n'y a pas longtemps, c'était les agros, les politiciens. Enfin, c'était après, il y avait la petite jeune Alizée, qui c'est à Roland-Garros, vous vous rappelez, qui nous a donné un ultimatum de 1082 jours pour nous dire il est temps d'agir, mesdames et messieurs. Hein. C'est pas que notre vie va s'arrêter dans 1082 jours, mais il y a une situation qui est hyper urgente. Et puis, il y a 2 jours, c'est HEC. Donc, eux-mêmes, la jeunesse estime que la formation qu'on lui donne ne correspond pas à ses attentes. Et enfin, et là, vous allez tous le reconnaître, le dieu des hommes qui n'aime pas les femmes. Phallos ou Minos. Alors là, vous allez tous vous reconnaître. C'est l'un des dieux les plus anciens sur Terre et sa liturgie se trouve un peu partout, dans presque toutes les cultures. Elle consiste à ne voir dans les femmes que des vierges ou des mères, à les voiler pour les protéger de la concupiscence des autres hommes et à les confiner. Ça, c'est dans d'autres cultures, mais avant, en France, c'était la même chose. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je parle avec des mamies, elles me disent comment c'était aussi à leur époque, mais on a vite oublié les choses. Et donc, et les confiner dans l'espace fermé de la cuisine et du lit, celui-ci étant surtout célébré comme couche destinée à mettre bas les héritiers du mal. Moi, longtemps, j'ai été considérée comme c'était un cadeau cauchemardesque par mon père. Hein. Pour eux, ils célébraient les garçons, mais moi, malheureusement, j'ai compris pourquoi. Après, il y a eu ce rejet. Hein. J'ai compris, même, c'est encore dans nos cultures, c'est comme ça. Une femme qui naît, c'est un cauchemar, malheureusement. De tout temps, si les femmes se révoltent, si elles résistent à cette destination éternelle, alors elles sont exclues et sont nommées garces, ou bien féministes, ou bien, je ne suis pas grossière, mais je viens le dire, hein, ou bien salopes, excusez-moi. Bien qu'elle soit présente dans de multiples professions, parfois même en supériorité numérique, comme dans le travail social ou l'éducation ou la santé, bien qu'elle aspire de plus en plus nombreuses à prendre part à la chose publique ou à la gestion de leur entreprise, elles se cognent à un plafond de verre qui leur interdit toute présence dans le haut de la hiérarchie, sauf à imaginer un quota. Une sorte de ségrégation positive, un racisme à l'envers en quelque sorte. Imposer leur présence à hauteur, avant de 40%, maintenant on demande les 50% pour la parité. Dans sa grande générosité, pour s'absoudre de toute éternelle ségrégation, le dieu des hommes qui n'aime pas les femmes a inventé quelques fêtes, comme par exemple celle de la Saint-Valentin, mais vieille comme Athènes et Rome, initialement, c'est ça le bas qui blesse, initialement célébration de l'amour physique et désormais beaucoup plus symbolique et romantique, la fête des mères. Il a fallu attendre 1910 pour qu'on consacre une journée dans l'année pour ces femmes-là. C'est peu, c'est bien peu pour reconnaître la moitié du ciel, sa juste place. Voilà, il est temps, mesdames et messieurs, de sonner le glas du règne de ce Dieu maudit. Donc il est temps, et c'est à nous de le faire. Merci beaucoup, Lou. Merci pour cette invitation. Merci. Alors c'est le jeu dans un congrès, c'est le jeu dans un congrès puisqu'on est très en retard, voilà. Bien sûr de créer un petit peu de frustration, mais comme je vous l'ai dit, d'abord il y a eu des questions sur comment on remobilise les enjeux de participation, de coopération, de la façon dont on peut valoriser le travail social, sur notre capacité à mieux expliciter, comme vous l'avez dit Déborah, la question du contenu de ce que sont nos métiers. Je vous propose que de toute façon, je m'engage un peu, Monsieur Laville, mais on en avait parlé, je crois qu'on a vraiment une volonté, et on va reparler avec le projet fédéral, de poursuivre vraiment sur des enjeux aussi de recherche-action, avec une méthodologie de partage des savoirs, une volonté d'avancer là-dessus. Et je suis certaine que nous pourrons, avec Monsieur Jean-Louis Laville et vous toutes et toutes ici, pouvoir
pouvoir poursuivre ce qu'on a commencé à démarrer avec cette très belle plénière d'ouverture et je vous remercie sincèrement.